Bonjour, Partage Info est une nouvelle fois avec Iterou, responsable du pôle éducation et histoire de l'association Afrocentric City International, également auteur du livre L'harmonie kamite. Alors, 3 nouvelles questions concernant l'Égypte antique. Alors, est-il vrai que les Égyptiens, donc de l'Égypte antique, sont à l'initiative de la philosophie, mythe ou réalité? Alors c'est vrai que dans la plupart des écoles, collèges, lycées et à l'université, on enseigne l'inverse, bien sûr. On enseigne, ce sont les Grecs qui sont à l'origine de la philosophie. Alors tout cela semble un petit peu audacieux, n'est-ce pas? Eh bien pas tant que ça. Pas tant que ça, pourquoi? Parce que nous avons pas mal de sources, notamment les sources issues de l'Antiquité. Et eh bien, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'attaquent à cette question de l'origine africaine de la philosophie, et on trouve des perles. Parmi ces perles, il y a bien sûr le livre du Guyanais George James, Stolen Legacy en anglais, en français l'héritage volé. Et de quoi s'agit-il? En fait, les Grecs ont pu accéder à la philosophie à partir du moment uniquement où ils ont été en contact avec Kemet, l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que James, dans son livre, joue les détectives de l'histoire, comme Cheikh Anta Diop l'avait fait en 1954 avec Nation Nègre et Culture. D'accord. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que son livre Stolen Legacy a été publié, en quelle année? En 1954, c'est-à-dire la même année que Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Alors nous avons 2 savants qui ne se connaissent pas, l'un aux États-Unis, l'autre en France. L'un découvre ou redécouvre l'origine africaine de la civilisation égyptienne et l'autre redécouvre l'origine africaine de la philosophie. Que ces 2 livres soient paru la même année, peut-être que c'est simplement une coïncidence, mais ça valait le coup d'être souligné. Donc James est un spécialiste, non pas de l'Égypte, mais de la Grèce. C'est un helléniste et latiniste. C'est quelqu'un qui est versé dans l'étude du latin et du grec. Et il nous apprend dans son livre qu'en 333, ça nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'Égypte antique a été envahie par les Grecs, 333 avant notre ère, bien sûr, et par Alexandre le Grand. Et qui accompagnait Alexandre dans sa conquête de l'Égypte? Aristote, philosophe, et qui était précepteur d'Alexandre le Grand. Il s'est chargé de l'éducation du petit Alexandre lorsqu'il était encore jeune. Arrivé à Kemet, arrivé en Égypte, Aristote met la main sur tous les livres scientifiques que les anciens Égyptiens avaient. C'est facile, puisque l'armée grecque vient de prendre possession de l'Égypte. Comme tout pays qui prend possession d'un autre pays, militairement, on réquisitionne tout le savoir. On réquisitionne tous les livres de philosophie, de mathématiques, etc. Et dans son livre, George James nous apprend que le nombre de livres qui est attribué à Aristote est tellement fantasmagorique qu'il est impossible qu'un seul homme dans une seule vie ait pu écrire autant de livres. Évidemment, puisqu'il s'est basé sur le savoir des Égyptiens. Et les premiers savants grecs de l'époque, en tout cas ceux qui étaient en Égypte, ont été éduqués par des prêtres égyptiens, des savants égyptiens. On connaît la fameuse phrase que ça c'est Platon, le philosophe Platon, élève d'Aristote, qui nous apprend que l'un des plus grands sages de la Grèce, Solon, avait étudié en Égypte et les prêtres se moquaient de lui, les prêtres africains d'Égypte se moquaient de lui. Ils disaient, mais vous vous êtes encore des enfants, vous les Grecs. Et selon Platon, hein, ça c'est dans Platon, et Solon répondait, mais pourquoi vous dites ça, que nous sommes encore des enfants? Parce que vous ne possédez nulle science blanchie par le temps. C'est-à-dire que votre civilisation est très récente par rapport à la nôtre. C'est ça qu'il voulait dire. Et donc, le mot philosophie n'est pas grec, comme nous l'apprend un savant comme Théophile Obenga, savant originaire du Congo Brazzaville. Théophile Obenga, qui est aussi un helléniste, qui connaît bien sûr sa culture africaine et toutes les langues
africaine. C'est un helléniste, un linguiste, un philosophe, un spécialiste de l'histoire, un historien bien sûr. Et Théophilo Bengel nous apprend que le mot philosophie n'est pas grec. Et il nous dit que dans le dictionnaire de grec de Chantraine, on dit que le mot philosophie est d'origine inconnue. Ah bon? Bien sûr. Et en fait, le mot philosophie vient, Sophia vient de Sébo, les Égyptiens anciens Sébo, qui signifie le sage. Séba, ça veut dire enseigner. Donc ça veut dire que dans l'ancienne Égypte, la sagesse et la connaissance sont intimement liées. Et aujourd'hui, les Français disent par exemple que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien les anciens, nos anciens le savaient bien avant eux. Donc oui, la philosophie est d'origine égyptienne. Et d'ailleurs, dans son livre, le Guyanais James nous dit que c'est la théologie memphite de la ville égyptienne de Memphis qui est à l'origine de la philosophie grecque. Parmi les conceptions qui ont été adoptées ensuite par les Grecs et qui sont d'origine égyptienne, il y a notamment le fait que l'eau est à l'origine de toute chose. L'eau serait à l'origine de toute chose. Ça a été repris par les Grecs. Et à l'origine, c'est une connaissance qui vient de l'Égypte. Comment cette grande civilisation qu'a été l'Égypte antique a connu la fin de son hégémonie? Alors, il faut savoir qu'une telle richesse matérielle, une telle richesse scientifique, une telle richesse culturelle n'était pas sans susciter des jalousies. Pendant beaucoup de périodes de son histoire antique, cette grande civilisation a fait l'objet de beaucoup de tentatives d'invasion de la part de ceux qu'on appelait les peuples de la mer. Mais il y a aussi des populations Hyksos qui ont fait régner la terreur pendant au moins 180 années en Égypte. Et à chaque fois, les envahisseurs ont été repoussés jusqu'à ce que le pire finisse par arriver. Je disais qu'en 333, Alexandre le Grand a envahi l'Égypte, mais il avait été d'abord précédé par les Perses, eux-mêmes précédés par les Assyriens, avec le fameux sac de Thèbes. C'est-à-dire quand la ville de Thèbes a été mise à sac par les Assyriens, symboliquement, c'était une grande perte. Sur le plan du moral, le moral était forcément touché, bien que les Kamites aient réussi à rétablir la situation sur le plan militaire. Mais Thèbes, c'était le centre du pouvoir spirituel. Donc effectivement, c'était déjà, on peut dire, le début de la fin. Alors comment se fait-il que cette civilisation a pu en fait perdre l'initiative? Tout simplement parce que les Égyptiens anciens, et on verra peut-être un autre jour que c'est vrai pour les Africains d'une façon générale, sont des populations qui ont une sorte d'humanisme, qui pratiquent une sorte d'humanisme. À certains moments de leur histoire, le delta, c'est-à-dire la partie nord du pays, était occupée par des populations asiatiques, des populations du Proche-Orient, et même dans les périodes les plus anciennes. Et à certains moments de leur histoire, les Kamites, les Égyptiens, les ont intégrés dans certains appareils administratifs. Il faut aussi savoir qu'à la fin de sa grande période, la civilisation pharaonique a intégré aussi les Grecs dans l'armée égyptienne comme mercenaires. D'accord. Et à force d'intégrer toutes ces populations se sont révélées ne pas être loyales vis-à-vis de l'État pharaonique. Et lorsqu'il y a eu des invasions ultérieures, leur loyalisme s'est plutôt tourné quelque part vers leurs frères d'origine que vers la civilisation pharaonique qui les avait accueillis. Et de fil en aiguille, c'est ainsi que l'Égypte a perdu son indépendance. Donc c'est l'action conjuguée de la jalousie de peuples très belliqueux qui ne jouissaient pas des mêmes richesses dans leur berceau originel, peut-être du fait d'un désavantage sur le plan du climat et de la géographie, et qui louchaient sur les richesses de l'Égypte. Et ensuite, il y a eu la jalousie peut-être culturelle, l'ambition des Romains,
qui, devenus très puissants militairement, ont été jaloux du grand patrimoine culturel de l'Égypte et ont voulu créer eux aussi une idéologie internationale, universelle, puisque le mot catholicos, en grec, catholique, veut dire universel. Donc les Romains ont créé à leur tour, ont diffusé à leur tour une religion qui avait pour but de remplacer la religion pharaonique, le christianisme, avec Constantin notamment. Et les Romains n'ont pas fait que se rendre maîtres du territoire de l'Égypte, ils ont aussi interdit l'écriture en langue pharaonique. D'accord. Donc il y a eu une brimade, pas seulement militaire, une victoire militaire ça peut arriver, une défaite ça peut arriver, mais il y a eu aussi une brimade culturelle. Tout cela allié à la jalousie, puisque l'Égypte, l'Afrique avait été l'initiatrice de la relation au divin, l'initiatrice en matière de philosophie, d'humanisme. Eh bien, Rome était jalouse de cette aura égyptienne, puisque même jusqu'en Gaule, on pratiquait le culte d'Isis. Donc la civilisation égyptienne, même vaincue militairement, continuait à irradier dans tout le bassin méditerranéen. Le culte d'Isis était aussi pratiqué à Rome. Donc Rome, au bout d'un moment, était jalouse, et les empereurs romains voulaient que les projecteurs se tournent vers eux. Donc une jalousie de l'Europe envers sa mère, l'Afrique. Et voilà, c'est ce que les Freudiens appellent, les gens qui étudient Freud, ils parlent du meurtre du père. Eh bien, symboliquement, et effectivement, les enfants ont tué leur mère, et peut-être aussi leur père, voilà, c'est ça. Et l'Égypte antique, c'est une vieille histoire quand même, ça remonte pas à hier. Quel est l'intérêt de l'étudier, de s'y intéresser et de se poser des questions sur cette période de l'histoire? Ah oui, l'intérêt. Tout simplement, Cheranta Diop aimait à dire il faut étudier l'histoire, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons. Mais justement, l'histoire de l'Égypte antique est pleine de leçons. Déjà, cette notion d'intégration, c'est-à-dire créer des structures et toujours intégrer des étrangers qui ont un autre agenda. Nous pouvons rencontrer des étrangers dans des structures peut-être internationales, nous allons collaborer avec eux. Mais nous ne pouvons pas collaborer avec eux si nous ne faisons pas la paix entre nous et si nous ne donnons pas un agenda sérieux, constructif, où nous pouvons relever des défis, le défi contre des difficultés économiques, le défi pour avoir notre indépendance en matière philosophique, savoir où nous allons, et ensuite, effectivement, on peut être dans des structures internationales, mais il faut avoir nos propres structures. Et si on intègre parmi nous des gens qui ont un agenda contraire, qui ne sont pas loyaux vis-à-vis de nous, eh bien, nous courons à notre perte. Et les royaumes africains qui se sont construits après la chute de l'Égypte ont connu les mêmes difficultés. À chaque fois qu'ils ont essayé d'intégrer des gens qui n'avaient pas le même agenda qu'eux, même si ces gens arrivaient en petit nombre, eh bien, ils faisaient en sorte que les structures sociales, politiques et culturelles finissent par exploser. C'est très clair. Iterou, merci beaucoup et à bientôt certainement pour d'autres questions sur l'Égypte antique. À bientôt.